Une récente proposition de loi portée par le groupe écologiste à l'Assemblée nationale a proposé de réinstaurer un nouvel impôt sur la fortune pour compléter l'impôt sur la fortune immobilière qu'on connaît aujourd'hui. L'impôt sur la fortune en France, c'est un sujet qui est extrêmement symbolique, très épineux, avec énormément de débats. Et on se posait la question chez Sapiens, en faisant notre veille fiscale régulière, de l'impact finalement qu'a eu l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, par rapport à l'ISF de l'époque, et surtout, quels pourraient être les changements qui interviendraient sur ce type de fiscalité. Aujourd'hui, on va faire un peu de veille fiscale et nous allons revenir en détail sur le fonctionnement de l'impôt sur la fortune immobilière. On va vous permettre de savoir si vous y êtes assujetti en tant que particulier, si vous le payez, combien est-ce que vous allez payer, et d'un point de vue plus statistique, j'ai toutes mes notes ici aujourd'hui avec moi, on va essayer de regarder ensemble ce que cet impôt rapporte à l'État français, si c'est vraiment rentable ou pas, et prendre un peu de recul et savoir combien l'ISF rapportait à l'époque, et surtout dans les prochains mois, on n'a pas de boule de cristal, mais on va quand même essayer, combien le futur potentiel impôt sur la fortune pourrait rapporter. Dans un premier temps, parlons plus technique pour vous expliquer comment fonctionne l'impôt sur la fortune immobilière qui est en vigueur aujourd'hui en 2025. Comme son nom l'indique, c'est un impôt qui ne va s'appliquer que sur des biens immobiliers. Pas tous les biens immobiliers, ça dépend évidemment de beaucoup de critères différents. Et a priori, plus votre patrimoine immobilier est conséquent, et plus vous allez payer d'impôt sur la fortune immobilière. À l'époque, l'ISF, l'impôt sur la fortune globale, portait non seulement sur les patrimoines immobiliers, mais aussi sur le patrimoine mobilier. Seul était exclu le patrimoine professionnel. Pour en revenir à l'IFI, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, on va faire l'inventaire de tout ce que vous possédez en termes d'immobilier. On va y retirer les différents crédits que vous avez. On va en déduire une valeur globale de patrimoine immobilier et on va vous imposer sur un principe de tranche. Plusieurs choses à savoir. 1. Si votre patrimoine immobilier net de crédit ne dépasse pas 1 300 000 €, vous ne serez pas du tout assujetti à l'IFI. Deuxième point important, votre résidence principale n'entre pas à 100% dans ce calcul-là. En fait, on a un abattement de 30% sur la valeur globale nette de votre résidence principale, ce qui permet à la plupart des contribuables, en fait, même s'ils possèdent une résidence principale qui est fortement valorisée, de ne pas être assujettis à l'impôt sur la fortune. Ensuite, le troisième point qui est important, c'est de regarder aussi ce que vous détenez, pas forcément directement. Si vous êtes propriétaire de parts d'une société civile, par exemple, eh bien, on va faire le calcul au prorata des parts que vous détenez, par rapport à la valorisation nette du patrimoine immobilier de la société civile immobilière. Et ça va rentrer dans le calcul de l'IFI. Pareil, si vous êtes propriétaire de parts de SCPI, on va évidemment les intégrer dans l'IFI. Les OPCI, c'est pareil. Tous les investissements immobiliers professionnels, c'est pareil. Les seuls investissements que vous pourriez faire dans l'immobilier et qui intègrent votre patrimoine et qui sortent du cadre de l'IFI sont les investissements immobiliers qu'on appelle value-add, qui auront plutôt un objectif d'achat-revente directement des immeubles et pas de détention sur le long terme. Et en général, on considère plutôt ça comme des produits financiers et là, ça peut sortir du cadre de l'IFI. Je fais une petite parenthèse sur ce type d'investissement, mais chez Sapiens, la plupart de nos clients payent l'IFI, ils sont assujettis, et même s'ils souhaitent continuer de faire de l'immobilier, on n'a pas forcément beaucoup de possibilités, et ces fonds-là, en l'occurrence, permettent de continuer de faire de l'immobilier sans augmenter sa facture de l'IFI. Maintenant, je voulais voir avec vous un point un peu plus statistique, et on a essayé de creuser pour savoir finalement si cet impôt sur la fortune immobilière, dont on parle très souvent, est si rentable que ça pour l'État. En fait, on a voulu se poser la question de savoir si par rapport à l'ISF qui était en place à l'époque, il y a vraiment un gain pour l'État d'avoir finalement modifié un petit peu sa formule de calcul. Qui y gagne? Combien ça coûte? Et bien toutes ces statistiques, on les a calculées. J'ai mes notes évidemment sous les yeux parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Le premier élément qu'il faut comprendre, c'est que globalement, tous ces changements-là, ça a été fait en 2018 avec la loi de finances 2018, au moment où Macron était ministre de l'économie. C'est cette loi de finances qui est assez connue parce qu'elle a aussi mis en place ce qu'on appelle la flat tax, donc l'impôt fixe sur les revenus financiers à 30%. Globalement, c'était une loi de finances qui était assez avantageuse pour les personnes qui étaient propriétaires d'un patrimoine global assez conséquent, puisqu'on a supprimé l'ISF, on a intégré l'IFI, on a mis en place la flat tax, et puis d'autres éléments aussi. Le premier constat, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que les recettes directes de l'impôt sur la fortune immobilière, donc combien ça a rapporté à l'État par rapport à l'ISF de l'époque, était évidemment beaucoup moins importante. Mais ça, on pouvait s'en douter, puisque en fait, on ne taxait plus le patrimoine financier, on taxait uniquement le patrimoine immobilier. La logique de l'État derrière, c'était pas juste de faire un cadeau, c'était de dire, si moi je taxe moins le patrimoine global, et peut-être que je vais encourager, favoriser les investissements. Et la réalité, c'est que ça, il est très compliqué de pouvoir la calculer tout de suite, parce qu'en fait, ça doit s'apprécier sur la durée très longue. Et même pour l'État, en fait, dès qu'il y a une niche fiscale qui est mise en place, c'est très compliqué de pouvoir mesurer les effets positifs que ça aura sur le long terme. On espère que ça en aura. La réalité, c'est que si on compare avec la flat tax,
qui a été mis en place en parallèle, on s'est rendu compte que celle-ci avait eu un effet bénéfique et très positif sur les investissements au global. Et ce, dès le court terme. En tout cas, pour parler chiffres, l'IFI, aujourd'hui, c'est 186 000 foyers qui le payent en moyenne en France, en 2024. 186 000 foyers, c'est à peu près 0,5% des foyers fiscaux. Hein. Donc il y a quasiment personne qui paye l'IFI. Ça, c'est le point important. La deuxième, c'est que en moyenne, ces foyers-là, ils payent 11 000 € d'IFI par an. Alors pour beaucoup, ça peut paraître un montant conséquent, mais quand on a un patrimoine immobilier qui est relativement important, en général, on est aussi couplé avec un patrimoine financier conséquent. Finalement, la facture est pas énorme. Tout ça, ça rapporte 2,2 millions d'euros à l'État. 2,2 millions d'euros à l'État, c'est 0,5% des recettes fiscales globales. Donc en fait, on se rend compte d'un point, c'est que l'IFI, l'impôt sur la fortune, c'est beaucoup de bruit pour en pratique très peu de recettes de l'État. Alors, le comparatif de ce qu'on avait par rapport à l'ISF de l'époque, c'est que aujourd'hui, si on avait la même formule de calcul pour l'impôt sur la fortune, ça rapporterait à peu près 6,5 millions à l'État, versus 2,2 millions, donc oui, c'est plus élevé, mais la différence au global sur les recettes fiscales totales, elle n'est pas conséquente. Dans cette troisième partie, maintenant, on va se projeter vers l'avenir. Comme je disais en introduction, on n'a pas de boule de cristal, mais en revanche, on peut déjà décortiquer les textes qui ont été présentés à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, a priori, ce texte-là de proposition d'une nouvelle formule de calcul de l'impôt sur la fortune globale, qu'on appelle l'impôt plancher sur la fortune, il n'a pas été validé pour le moment, il a été rejeté. Par contre, le recul qu'on a, c'est que quand un texte est prêt, il a été travaillé, il a peut-être été rejeté par la composition actuelle de l'Assemblée nationale, mais en pratique, si jamais cette composition change, il sera très facile de le mettre en place. Donc on estime aujourd'hui, chez Sapiens, avec les avocats avec lesquels on travaille, qu'il y a des fortes probabilités qu'un tel impôt soit appliqué à l'avenir. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, cet impôt plancher sur la fortune? En fait, on va partir du principe de base, qui est que les contribuables qui sont les plus fortunés, en général, on va cibler vraiment ceux dont le patrimoine global est au-dessus de 100 millions, donc c'est moins de 0,1% des contribuables aujourd'hui, ça s'adresse vraiment à une petite niche, eh bien on veut s'assurer que ces personnes-là payent au global, sur la totalité de leur patrimoine, en dehors du patrimoine professionnel, donc financier, immobilier, hors professionnel, payent au moins 2% d'impôt. En fait, c'est un impôt plancher de 2%, mais évidemment, c'est pas 2% sur la totalité du patrimoine, en plus de tout ce qu'ils ont payé sur les revenus financiers, sur les revenus immobiliers, sur l'IFI, qui reste en place aussi, c'est 2% au global. Donc si jamais on estime que la totalité des impôts payés par un contribuable dont le patrimoine est au-dessus de 100 millions est d'à peu près 1%, eh bien on compléterait avec 1% supplémentaire qui constituerait notamment cet impôt-là. C'est un impôt et une formule de calcul qui, selon les estimations, pourrait rapporter entre 15 à 25 millions d'euros à l'État. Donc pour le coup, c'est extrêmement significatif par rapport à la formule de calcul actuelle de l'IFI qui ne rapporte que 2,2 millions comme on l'a vu tout à l'heure. En définitive, on se rend bien compte que l'impôt sur la fortune, c'est un sujet qui est piquant, c'est un sujet dont on va probablement toujours continuer de débattre sur le long terme à l'Assemblée nationale et autour de nous, mais en réalité, c'est un sujet qui rapporte assez peu à l'État. Il est purement symbolique, mais cette symbolique, elle est importante pour beaucoup de gouvernements et beaucoup de politiques qui vont vouloir justement en faire un cheval de bataille, alors qu'en pratique, ça ne s'adresse qu'à très peu de foyers. En revanche, si vous faites partie des contribuables qui êtes déjà peut-être imposés à l'IFI et qui seront potentiellement imposés aux évolutions de ce type de fiscalité, c'est important de comprendre comment ça fonctionne, et c'est important aussi de se projeter. Maintenant, en faisant un petit peu plus de calculs, on se rend compte que même si on mettait en place cet impôt plancher sur la fortune globale, eh bien ça rapporterait un petit peu à l'État, mais pas beaucoup au regard de ses recettes fiscales. À l'inverse, si on ne fait bouger que d'1 point ou 0,5 point la TVA, qui est un impôt qui représente 27% des recettes de l'État, là, ça pourrait générer énormément de recettes fiscales. Chez Sapiens, on reste hyper concentré et on suit ces actualités fiscales au quotidien. Pour continuer de rester informé sur ces changements à venir de la fiscalité et les changements qui vont s'appliquer dans votre patrimoine, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez aussi la liker et la partager autour de vous. Ça permet de continuer à nous soutenir et de faire grandir cette chaîne.